L'Afrique du Sud a une histoire riche et complexe et c'est difficile de venir ici sans l'aborder. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1652, l'arrivée des premiers Européens marque le début de la colonisation d'Afrique australe. Ils installent la ségrégation raciale pendant plusieurs siècles et en 1948, l'apartheid est officialisé. Ce régime a été aboli en 1991 et 3 ans plus tard, Nelson Mandela est le premier président noir de la République d'Afrique du Sud. Avant l'arrivée de Nelson Mandela au pouvoir, les habitants de Johannesburg étaient majoritairement blancs. Les Noirs n'avaient alors pas le droit de circuler le soir. Au-delà d'une certaine heure, ils devaient rejoindre leur banlieue dortoir, comme celle de Soweto, à une demi-heure du centre-ville. À Soweto souffle aujourd'hui un vent de liberté créatrice qui a aiguisé ma curiosité. Je vais voir les Smarties, rien à voir donc avec la marque de bonbons, mais c'est le nom qu'a donné le groupe de jeunes stylistes à leur look unique. D'après ce que j'ai pu comprendre, pour eux, plus c'est coloré et décalé, mieux c'est. En fait, ils cherchent à affirmer une identité en marge. Alors au départ, ils étaient critiqués et même insultés, et puis aujourd'hui, ils ont réussi à faire changer les mentalités. Bye. Don't forget Siabong, it means. Ok, thank you. Je suis dans le township de Soweto, c'est là qu'habitent les Smarties. Township, c'est une banlieue noire en Afrique du Sud. Et Soweto, c'est la contraction de South Western Township. Moi, je dois reconnaître que ça me fait quelque chose de me retrouver ici parce que c'est de Soweto que sont parties les révoltes des étudiants qui ont vaincu l'apartheid. Ah ben voilà, le Rock Café est là, moi j'ai rendez-vous juste en face. Une demi-heure de retard. Enfin, ils m'ont dit que quand ils arriveraient, je les reconnaîtrais, donc... Pour l'instant, je ne vois rien venir. Ah, je pense que c'est eux, enfin. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Céline. Céline. Yo, Sibou? C'est toi, Sibou? Ok. Smarties. Ok. Sorry. Les Tavo. KB, I'm Céline. Floyd. Nice Enchanté, to meet you, Floyd. Et TK. So, yeah. You're beautiful. Vous êtes beau! J'aurais jamais imaginé voir des gars comme vous à Soweto, stylés comme ça. Soweto est un endroit branché, c'est à la mode. C'est branché. C'est génial. Yes, ok. Et Smarties. Les chaussettes. À des années-lumière des looks stéréotypés du rappeur américain qu'affectionnent les jeunes des townships ou de l'afro-chic en boubou customisé, les Smarties ont démontré que l'on peut se forger sa propre identité. Ils font bouger les choses, mais parfois ça dérange. Dites-moi, vous pouvez vous promener tranquillement comme ça dans Soweto? Des gens disent on va te casser la gueule, sale pédé, des trucs dans le genre. Ah ok, ils pensent que vous êtes gay. Let's see. J'aimerais bien voir les vêtements que vous créez. On a toutes nos affaires ici. En fait, tout ce que nous portons, nous l'avons fait nous-mêmes. C'est ici. C'est petit. Oui, c'est petit. On est en train de faire une chemise. Pour qui? Un client. Un client? Je vais te montrer le patron. Voici le patron, c'est la veste, la chemise et le pantalon. Vous avez suivi des études de stylisme? Nous avons tous suivi des études de stylisme. Nous sommes tous stylistes. Je confirme. Oh, c'est la mère de Kepi. Oh, je voudrais savoir ce qu'elle en pense. Kepi, on peut parler à ta mère? Bonjour madame. Salut ma puce. Moi c'est Céline. Mon nom c'est Célinda. Je suis la mère de Kepi. Voici la sœur de Kepi. Ok. Est-ce que vous êtes une femme Smarties? Parce qu'elle porte des couleurs. Ce n'est pas Smarties? Ah, ce n'est pas Smarties, c'est plus traditionnel. Vous êtes fière de votre fils? Vous êtes fière de lui?
Bien sûr, oui. Je suis fière de leur travail, de ce qu'ils font. Quand ils ont commencé, je les observais en me disant que c'était juste des gamins en train de s'amuser. Mais maintenant, je peux voir combien... Maintenant, on gagne de l'argent. Non, ils grandissent chaque jour. Mais au début, vous avez été surprise de voir Sibou comme ça? La dernière fois, je revenais de Brixton Street et il passait là. Et quelqu'un a dit « Ouh, mais regarde-moi celui-là !» J'ai dit « Ouais, c'est mon fils, il est styliste. Il peut te relooker maintenant si tu veux. » Est-ce que vous habillez les Blancs aussi? Nous sommes tous des êtres humains. Peu importe la couleur. La plupart d'entre nous a grandi pendant l'apartheid. Mais on savait juste que quand les policiers blancs arrivaient dans le coin, on devait les fuir. C'est tout ce qu'on savait. Nous voulons que les gens conservent leur identité. Porte du Smarties parce que tu le veux. Ne porte pas des vêtements Smarties parce que tu es conditionné. Ne gaspille pas ton argent parce que tu veux nous ressembler. Si ça te plaît, porte-le. Mais ne va pas acheter du Smarties parce que tu veux avoir l'air cool. Ça ne te rendra pas cool. Tu resteras moche. C'est très intéressant. Très intéressant. Nous sommes malins et nous avons un style cool. Ah, c'est ce que veut dire Smarties? Oui, nous sommes intelligents et classe et nous donnons l'air cool. Sibou et ses amis donnent aussi une nouvelle vie à des invendus que leur confient des magasins et ça marche. Il va me montrer ce qu'il peut faire avec ce t-shirt là qu'on leur a donné. C'est mignon, en plus ça fait des petites franges, d'un seul coup ça prend un côté plus féminin et plus travaillé. J'aime bien. Yeah. C'est beau hein, ce qu'il est en train de faire là. C'est une très jolie chemise. Ouais, je suis un des meilleurs tailleurs de chemises. Wow. Non mais sérieusement, c'est super bien fait. Du style. Je suis... Vous l'aurez compris, ici pour héler un taxi, on n'utilise pas le pouce. Sibou, où va-t-on maintenant? Maintenant, on apporte une veste dans une boutique. Nous avons réalisé un prototype. En fait, c'était une veste, mais maintenant c'est un sac. Et si ça leur plaît, on en fera d'autres. Ce sont des officiels. Qu'est-ce que vous pensez de votre gouvernement? C'est quoi le gouvernement? Qu'est-ce que je pense du gouvernement? Je l'adore. Je l'aime pas, je l'adore. Il plaisante. Je pense que ce gouvernement est une blague. Le gouvernement ne travaille que pour les élections. Nous étions les premiers à pouvoir aller à l'école avec les Blancs, parce qu'avant, les élèves blancs et noirs n'allaient pas dans les mêmes écoles. Nous sommes la première génération à avoir pu aller dans des écoles de Blancs. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, mais il n'y a pas d'école de Blancs à Soweto. Il n'y a que des Noirs. Les écoles à Soweto n'ont pas de piscine, de chaises et plein d'autres choses indispensables. Les écoles de Blancs ont tout ça. Donc il y a toujours une différence entre blanc et noir? Une très grande différence. Mais je pense que c'est en train de changer. Voilà ce que j'aime chez les Smarties, leur côté positif et leur confiance en l'avenir. Et en ce qui vous concerne, vous pensez que vous êtes en train de changer les mentalités, que vous changez un peu votre pays? Oh, bien sûr. Spécialement chez les jeunes à Soweto. Non, je veux dire vous, les Smarties. Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour nous demander de l'aide, des conseils, et ils peuvent voir que cela marche pour nous, et que l'on peut arriver à faire quelque chose. Ils nous ont vus à la télé, et les gens réalisent qu'on peut réussir peu importe d'où tu viens. Nous avons grandi dans le même endroit qu'eux, et on n'est pas resté scotché à la maison. C'est intéressant, ils ont du recul, hein. Ils sont jeunes et ils ont du recul sur la société.
Elles sont pas farouches. Eux, ils font les malins, mais ils ont eu peur. Hein. Vous les connaissez? Vous les connaissez? Non, je ne les connais pas. Qu'est-ce que vous pensez de leur style? Ça me plaît. C'est marrant parce que ces jeunes sont partis de rien et là ils vendent leurs vêtements dans le centre commercial le plus chic de Johannesburg, même le plus chic de toute l'Afrique du Sud et même du continent africain. Voilà le magasin. Il est beau, hein? C'est branché. Oui, c'est un joli magasin. C'est le manager? C'est le propriétaire, pas le manager. Oh, d'accord. Salut, comment ça va? Bien, mec. Voici Céline. Comment allez-vous, Céline? Ça va. Ça, c'est une veste de la collection hiver qui est arrivée trop tard. Alors, pour la vendre cet été, je l'ai confiée aux Smarties. Ils en ont fait un sac à dos. Ah, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? C'est le premier exemplaire. Oh, c'est joli. Voilà, c'est un sac à dos. Ah, fais voir, c'est sympa. Vous pensez pouvoir le vendre? Oui, bien sûr. Les gens qui viennent ici dans le magasin adorent ce genre d'articles. Pensez-vous qu'ils ont un avenir dans le stylisme? Ils ont énormément de talent. Dans ce pays où les inégalités entre les Noirs et les Blancs sont encore énormes, les Smarties répandent un souffle d'espoir et de fierté retrouvée. Aujourd'hui, le pays se remet mal de l'apartheid. La plupart des Noirs restent pauvres, malgré la politique de discrimination positive qui les favorise à l'embauche. Discrimination positive qui n'est pas toujours bien perçue par les Blancs d'ailleurs. En fait, il y a des rancœurs dans toutes les communautés. La circulation aux heures de pointe à Johannesburg, c'est atroce. Paris, c'est un long fleuve tranquille à côté. Il faut dire que Johannesburg, c'est la capitale économique du pays. Et il y a 4 millions d'habitants en incluant l'agglomération. Elle est très étendue sur 50 km. Donc les gens prennent leur voiture et en plus, il n'y a pas de transport en commun, pas de bus, pas de RER. Que des mini-taxis, là, comme celui-là. Ah, et du coup, je vais être en retard alors que je suis partie super en avance. Je suis dégoûtée. Je vais essayer de feinter. L'Afrique du Sud reste le pays le plus inégalitaire au monde. Et si aujourd'hui on encourage l'embauche des Noirs, désormais les Blancs se sentent désavantagés. Alors au sein des entreprises, pour éviter les rancœurs, on s'ignore ou on s'évite. Mais une femme a décidé de changer les choses en organisant des séminaires de réconciliation. Car pour Teresa Oakley-Smith, ancienne militante anti-apartheid, Blancs et Noirs doivent se parler pour apprendre à se connaître. Son fils fait aussi partie de la bataille. J'aimerais bien avoir une réponse à une certaine question. Pourquoi quand les Blancs font la queue à la banque, ou quand ils vont voter par exemple, pourquoi est-ce qu'ils se retournent tout le temps et vous poussent? On dirait qu'ils ont peur de quelque chose. Et pourtant c'est un endroit très surveillé ici. On dirait qu'ils veulent être certains que... Tu vois... Je peux répondre à cette question. Comment t'expliquer ? Ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas que nous nous sentons agressés, c'est juste une question d'espace. Que ton espace n'empiète pas sur le mien. Et les Noirs, je ne sais pas pourquoi, mais tu vas peut-être m'expliquer, vous aimez bien la proximité. Il ne faut pas croire que j'ai peur que tu me voles, c'est juste que tu empiètes sur mon espace vital. C'est mon espace. Même pour moi en tant qu'homme, que tu sois grand, noir ou blanc, si tu empiètes sur mon espace, ça m'énerve. C'est parce que vous avez grandi dans beaucoup d'espaces. Vous habitez dans de grandes maisons. Alors que nous, les Noirs, par exemple, moi, nous étions 8 enfants. Il n'y avait qu'une seule pièce. Et nous dormions tous les 8 ensemble. Et nous avons tous grandi comme ça. On prend un café ?
Il y a une telle diversité culturelle que nous avons besoin de comprendre toutes ces différences afin d'être plus tolérants. Et pas seulement tolérants, mais pour que nous puissions accepter certaines choses. Par exemple, l'autre jour, je suis allée dans la cuisine. Mes techniciens s'y trouvaient encore. Je leur ai demandé « Pourquoi êtes-vous toujours là alors qu'il est 8 heures ?» Ils ne m'ont pas répondu et je leur ai dit « Je vous pose une question, pourquoi êtes-vous là ?» Et ils ont simplement quitté la pièce. J'ai trouvé ça terriblement irrespectueux. C'est la femme de ménage qui était là aussi, qui m'a dit « Liane, dans notre culture, quand on fait quelque chose de mal, on préfère ne rien dire parce qu'on sait qu'on a tort. » Voilà. Moi, j'ai pris ça pour un manque de respect, alors que me signifiait qu'ils étaient conscients qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Et oui, le fait de connaître les habitudes et les comportements des autres, cela change complètement votre façon de les appréhender. Ça a changé quelque chose pour vous? Absolument. Joshua est un de mes employés depuis des années et je ne savais rien de lui. L'éducation bantoue était une forme d'éducation qui a été créée et votée en 1948 spécifiquement pour les Africains. Elle a été conçue dans le but de faire d'eux de parfaits hommes à tout faire, comme des porteurs d'eau. Le but était de développer une classe de domestiques. Donc sur 10 000 enfants noirs qui rentraient à l'école en 1999, combien d'entre eux, d'après vous, finiront l'école avec un bagage suffisant en maths et en sciences? Pardon, 2000? En fait, ça fait quoi, 25%? 100? Le nombre d'élèves noirs africains qui passeront leur bac en maths et sciences et qui auront le niveau pour aller à l'université est entre 1 et 10. Même pas 1%. La pizza sud-africaine. Il y a une grosse communauté italienne ici. Pas surprenant d'avoir des pizzas. Il faut que les Blancs s'excusent pour l'apartheid. C'est important. Vous pensez qu'ils en ont besoin? Nous en avons besoin. Vous en avez besoin. Nous, en tant que Blancs, nous en avons besoin. Et certainement les Noirs en ont aussi besoin. Car, que l'on ait été impliqué ou non, nous avons tous profité énormément de l'apartheid. L'apartheid a causé des dommages psychologiques incroyables. Chez tout le monde? Oui. Nous avons des problèmes raciaux tous les jours dans ce pays. Vous avez dit ratio? Oui, récemment, à l'université, 4 jeunes garçons blancs ont forcé des membres du personnel de l'établissement à manger de la nourriture pour chiens dans laquelle ils avaient uriné. Ce genre de comportement n'est pas rare et n'est pas prêt de s'arrêter. Nous avons besoin de nous réconcilier et de cicatriser nos blessures. En Afrique du Sud, pour arriver à une réconciliation, nous avons besoin de comprendre ce qu'ont vécu les gens. Comment ça se passerait, Nico, si tu ramenais une fille noire à la maison? Par exemple, le kébi que tu présentes à ton père et ta mère. Je ne sais pas. Ce serait vraiment très compliqué. Je pense qu'il y a quelque chose que les Blancs aimeraient entendre. C'est le pardon. Mais vous avez demandé pardon? À qui je pourrais demander pardon? Je ne sais pas. Moi, j'étais trop jeune pour réaliser ce qui se passait. Mais je sens qu'il est de ma responsabilité de faire en sorte que ça change. C'est Derek Wilcox, le patron de cette société informatique, qui a fait appel à Teresa. Avec 79% de Noirs, 10% de Blancs, 9% de Métis, 2% d'Indiens et 11 langues officielles, la communication et la compréhension restent un vrai casse-tête pour un patron. Est-ce que c'est un bureau typiquement sud-africain? Ah oui, c'est un bureau typiquement sud-africain. Comment le décririez-vous? Eh bien, le travail se passe dans une ambiance très décontractée et nous employons des gens très différents. Il y a des chrétiens, des musulmans, des hindous, des juifs. L'histoire de notre pays est telle que nous devons prendre en compte les différentes origines des gens. Et en tant que directeur, il faut toujours en être conscient. C'est obligatoire et il y a des lois pour cela. Et si vous aviez le choix, vous n'emploieriez que des Blancs? Bien sûr que non, car ça ne reflèterait pas notre clientèle. Nos clients sont à l'image des personnes qui travaillent ici.
Et puis, c'est ton tour? Ok. Ça me donnerait presque envie de travailler dans un bureau, moi. Hein. Enfin, presque. J'espère que c'est ici, parce que sinon... Hello, Bonjour, Teresa? Ok, C'est Céline. Ah, Céline, entrez. Thank you. J'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur Teresa. C'est vrai, on a beaucoup parlé des militants anti-apartheid noirs, mais certains blancs ont aussi beaucoup souffert pendant cette période obscure. Les femmes comme Teresa, qui avaient un compagnon noir et des enfants métis, ont affronté la haine et l'incompréhension. Aujourd'hui, ses 2 enfants sont engagés à ses côtés. J'entends beaucoup de gens dire que l'on ne peut séparer l'être humain de son histoire, de ses origines. Et même dans le travail, lorsque nous sommes ensemble, on ne peut pas laisser 100% de son passé derrière soi. En Afrique du Sud, nous avons malheureusement besoin de parler de ça, si nous voulons que les choses avancent. Dites-moi, pourquoi êtes-vous devenue une activiste? Eh bien, c'est arrivé, je pense, parce que j'étais en contact avec des étudiants. Mais aussi de par la relation que j'avais avec le père de mon second enfant, qui était un activiste noir. Lorsque je lui rendais visite, à lui et sa famille, mais aussi à d'autres amis noirs, je voyais les conditions épouvantables dans lesquelles il vivait et combien il souffrait. Voici ce que l'on appelle une relique. Ça, c'est un panneau qui était affiché dans les lieux publics, à la plage. Incroyable! Nous n'étions pas autorisés à aller ensemble à la plage, à l'hôpital. Dans le train aussi, il y avait plusieurs classes avec des entrées différentes. Même dans les boutiques, les Noirs devaient être d'un côté et les Blancs de l'autre. Vous avez vécu cette période, j'imagine? Oui, absolument. Mais c'est encore comme cela aujourd'hui. En Afrique du Sud? Oui, en Afrique du Sud, dans des petites villes et près des frontières. Mais c'est interdit? C'est interdit, mais ça existe. J'aimerais te montrer ces photos. C'est moi avec des femmes Xhosa. Et nous portons la tenue traditionnelle des femmes Xhosa. Teresa a dû faire preuve de beaucoup de courage. Les militants blancs défenseurs des Noirs risquaient l'emprisonnement. Là, sur cette photo, c'est son fils Sizwe, un métis. Il a aujourd'hui 20 ans. Il symbolise son engagement. Ça, c'est l'avenir. Oui. Mais pour certaines personnes, vous deviez être perçue comme une traître. Bien sûr. Ils utilisent un mot spécial pour désigner les femmes comme moi. Je n'ai pas vraiment envie de le dire, mais tous les Sud-Africains connaissent ce mot. Pour vous ou pour lui? Pour moi. Comme si vous étiez une traînée ou... Oui, oui, pire même. Pire. J'imagine que ça a dû être dur pour vous, mais vous avez souvent pleuré, non? Oui. Oui, c'est vrai. C'est difficile d'avoir un enfant dont vous savez qu'il n'est pas accepté par les autres. Et j'aurais bien aimé que ça évolue davantage. Ça vous rend triste? Oui. Je suis désolée. Merci d'avoir partagé ces moments et vos photos avec moi. Merci. On dirait pas, mais je suis toujours en Afrique du Sud. Je suis descendue au Cap, c'est au bord de l'océan Atlantique. Cape Town, c'est 5 millions d'habitants et 60% métis. C'est la plus importante population de métis en Afrique du Sud. Pourquoi? Eh bien parce que les premiers colons européens ont débarqué ici. Et parmi eux, il y avait seulement une femme pour 10 hommes. Dommage. Et c'est comme ça que sont apparus les métis, issus de l'union des colons avec les femmes autochtones, les esclaves amenés d'Afrique et surtout celles amenées de Malaisie. Enfin, union quoi.
Je ne pouvais pas venir ici sans rendre une petite visite au célèbre Manchot du Cap, d'autant qu'il n'y en aura peut-être bientôt plus. Excusez-moi, bonjour. Où est-ce que je pourrais voir les manchots, s'il vous plaît? Vous pouvez aller par là. Les manchots du Cap, c'est une espèce endémique à l'Afrique du Sud et à la Namibie. Ils sont sur la liste rouge des espèces en voie d'extinction. Et c'est à cause de l'activité humaine. C'est trop mignon. Direction Vergelegen, un domaine viticole privé appartenant à un grand groupe minier. Ici, l'activité humaine peut être bruyante, mais c'est pour le bien de l'environnement. Chaque jour, depuis 5 ans, 40 ouvriers, des anciens chômeurs, s'échinent à couper des arbres. Le domaine est si vaste qu'ils se déplacent à bord de ces drôles d'engins. Parfois, quand l'homme commet des erreurs et qu'il le reconnaît, il lui est possible de faire marche arrière. Heureusement, parce que, en l'occurrence, ici, sur cette terre tout proche du Cap, il s'est vraiment raté en plantant au début du siècle des arbres étrangers à la région et même au pays, des eucalyptus, des pins. Ces arbres ont bu toute l'eau et ont détruit le fragile écosystème d'ici, unique au monde, qui s'appelle le Fimbos. Il y a un homme qui a décidé de faire place nette pour restaurer le Fimbos, il s'appelle Gerald White. Et comme une action positive en entraîne une autre, non seulement il protège l'environnement, mais en plus il a créé des emplois. Et je suis avec une de ses équipes qui part arracher des arbres. L'homme s'est planté en plantant des arbres. Et il arrache des arbres pour protéger l'environnement. C'est particulier quand même. Vous êtes biologiste, n'est-ce pas? Oui. Ça ne vous fait pas mal au cœur de couper des arbres? Ça doit vous faire souffrir en tant que biologiste, non? Si nous étions en train de couper des arbres originaires d'ici, ce serait douloureux. Mais ces arbres ne sont pas de la région. Ils viennent d'Australie et ils pompent beaucoup d'eau. Ces arbres peuvent consommer entre 80 à 800 litres d'eau par jour, et par arbre. Quand est-ce que ce programme a commencé? Combien d'arbres ont déjà été coupés et combien en reste-t-il? Le programme a commencé en 2004. Et le nombre d'arbres que nous avons coupés est d'environ 30 à 40 millions. Des millions? Oui. Et la mission de Gérald et de son équipe est loin d'être terminée. Il en a encore pour 6 ans. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et Gérald est amoureux du Fimbos. Oh, c'est beau. C'est beautiful. Oui, c'est joli. Il y avait des arbres ici avant? Presque toute cette surface en était couverte. Recouverte d'arbres. Des arbres invasifs. Invasifs. Qu'est-ce que le Fimbos? Qu'est-ce que ça veut dire, le Fimbos? Le Fimbos, c'est une végétation très très raffinée. C'est un matériau très délicat. Vous savez, pour moi, c'est juste de la broussaille, du maquis. C'est l'une des régions florales la plus riche au monde. Dans cette zone du Fimbos, on trouve plus de 9000 espèces différentes. C'est l'écosystème le plus petit au monde? Le plus petit, mais le plus riche. Au monde? Au monde, oui. Pourquoi faites-vous cela? Eh bien, je pense que ça fait partie de ma vie. C'est aussi important que ça, le Fimbos? C'est très important. Je pense que d'un point de vue environnemental, si nous n'avions pas de Fimbos, nous aurions probablement un désert à la place. Ces arbres venus de l'étranger pompent toute l'eau. Et vu que nous avons une sécheresse, nous nous devons d'économiser l'eau. Combien d'hectares avez-vous coupé depuis 6 ans maintenant, non? 400. Ça n'avance pas très vite? Ça n'avance pas très vite? Non, je suppose pas aussi rapidement qu'une Française le souhaiterait.
Je vais vous dire ce que nous allons faire. Nous allons aller à l'endroit où ils sont en train de travailler. Je vais vous donner un pantalon, une veste et un casque. Et vous verrez ce que c'est que de travailler avec une tronçonneuse. Je ne sais pas si je pourrais. J'ai peut-être été trop prétentieuse et arrogante en disant ça. Non, non, je l'accepte. J'ai peut-être allé un peu loin. là. Zélie, cette grande bouche de française pense que le travail est facile. Donne-lui donc des vêtements, s'il te plaît. Non, thank you. Merci. Julie? Ok. En quoi consiste votre travail? Vous donnez des conseils aux gens, aux travailleurs? Je supervise, je programme, je conseille. Mais j'ai comme l'impression que vous cherchez à éviter d'aller couper des arbres. Tout sauf le travail, hein? Tenez, voici votre casque. Je suis pas rassurée. Hein. Franchement, j'ai fait la maline, mais maintenant je paye un peu. Hein. J'ai quand même réussi à coincer la scie. C'est difficile. Vous êtes très courageux. J'ai abattu 2 arbres et encore, je l'ai même pas fait toute seule en une demi-heure. Alors, que pense notre petite Française de ce travail maintenant? Non, c'est très difficile. Hein. Ça fait mal au dos. Bien sûr, je pense qu'ils en ont l'habitude, mais c'est un travail très éprouvant. Alors, vous avez changé d'avis? Oui. En fait, je plaisantais quand je vous ai posé la question. Savez-vous si ce type de programme est réalisé ailleurs dans le monde? Ou vous êtes le seul à faire ça? Eh bien, non, non, non. Il y a des Chiliens qui sont venus ici pour observer notre travail, des Brésiliens aussi pour voir ce que nous faisons, et des Américains aussi sont venus. Vous voulez dire qu'ils sont venus ici pour prendre exemple? Pour voir ce que nous faisons et ramener ce savoir chez eux. Donc oui, nous sommes plutôt contents parce que nous pouvons partager notre savoir-faire. Nous obtenons de bons résultats. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une sorte d'exemple? Moi? Non, non. Non, le programme. Mais vous l'êtes aussi. Ah, le programme, oui, 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 le programme. Je rentre à Johannesburg maintenant, mais en chemin, je vais m'arrêter parce que j'ai entendu parler d'une invention que j'ai vraiment envie de voir. C'est une invention qui profite aux plus démunis, qui en plus est ludique. Je dis pas trop, je vais laisser son inventeur Trevor me l'expliquer. C'est un manège et c'est dans une école. J'allais voir ça. Ça, c'est pour ça que je suis venue. Pour le décrire, tu sais qu'il a les lèvres en rouge. Bonjour, vous devez être Trevor? Oui, c'est moi. Vous êtes Céline? Oui, Céline, enchantée. Je suis très content de vous rencontrer. Merci beaucoup. Laissez-moi vous présenter le principal de cette école. Bonjour Céline, comment ça va? Il fait chaud là. Combien fait-il? Maintenant, il doit faire au minimum entre 30 et 32 degrés. Et ils n'ont même pas d'eau, c'est un gros problème. Il n'y a pas d'eau courante ici, rien. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'eau courante dans cette école? Non, rien du tout. J'aimerais bien voir à quoi ressemble une classe. Ils sont sages. Bonjour. En fait, la classe est équipée de tables, de chaises. Il y a des livres. Hello. Mais le plus grand problème, c'est l'eau. Quel genre de problème cela engendre? C'est le problème majeur en Afrique.
C'est assez facile d'avoir de l'électricité. C'est facile d'avoir des téléphones portables pour communiquer. Mais l'eau se trouve sous terre, dans des tuyaux. Et cela coûte cher de creuser des trous et de filtrer. C'est très, très cher. Mais ce gouvernement n'est pas pauvre. Non, 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 c'est sûr. Le gouvernement, en fait, se porte bien. Donc ils ne font rien parce qu'ils s'en moquent. Non, 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 non. C'est juste qu'il y a trop de choses à gérer dans l'urgence. Yes. Ça, c'est le manège pompe à eau. Ouais. Et lorsque ça tourne, quel que soit le sens, l'énergie produite par ces enfants active la pompe. Et ça fait remonter l'eau. À chaque tour, ça pompe environ 1,5 litre d'eau. L'eau est sous terre. En dessous, il y a un système de pompage. Pendant que les enfants tournent, il y a un clapet qui fait monter et descendre la pompe, comme un moulin à vent. Il y a une série de tuyaux qui traversent de ce côté, par ici, sous la terre, et jusqu'à ce réservoir. D'accord. Ok. Du sous-sol à ici. Donc, pendant que les enfants tournent, ils pompent l'eau du sous-sol et la font monter dans le réservoir. Pour faire plus simple, vous pouvez éteindre votre ordinateur ou votre voiture, mais vous ne pourrez pas éteindre ces enfants. S'ils veulent jouer jusqu'à minuit, ils vont jouer jusqu'à minuit. Et ça va remplir le réservoir qui peut déborder. Et le réservoir ne déborde jamais? Si, bien sûr que si. Faut pas qu'ils s'amusent de trop alors. C'est pour ça qu'on a mis ce tuyau. L'eau s'écoule dans le tuyau, depuis le haut, et redescend vers le puits. Il n'y a aucun gaspillage. Elle n'est pas mauvaise du tout. C'est une très bonne eau. L'eau de cette région est vraiment potable. Elle n'est pas du tout polluée, ni contaminée. Elle est 100% potable. Le manège à eau de Trevor est soutenu par une ONG, ce qui lui a permis de l'installer dans plusieurs pays d'Afrique australe. Une invention maligne jusqu'au bout car elle ne coûte rien à ceux qui en bénéficient grâce à une astuce. Ce système est très cher comparé à une pompe manuelle basique. C'est beaucoup plus cher qu'avec un château d'eau. Alors pour compenser, nous avons mis des publicités sur les réservoirs. Et nous vendons ces espaces à des entreprises, comme des compagnies de téléphonie mobile par exemple. L'argent que nous récupérons de ces publicités sert à la maintenance de l'équipement, ce qui rend ce système durable. Vous savez ce qui est intéressant et ce que j'aime dans cette invention, c'est que généralement les garçons en Afrique ne sont pas impliqués dans la collecte de l'eau, alors que là les garçons jouent sur ce manège. C'est comme si nous avions interverti les rôles des femmes et des hommes. Ah, j'aime cette idée. J'aime cette idée. L'égalité homme-femme. C'est le seul manège qui existe? Non, non, non. Il y en a 1600. J'imagine que ce système pourrait être adopté partout dans le monde. On pourrait l'implanter en Chine, en Inde. Ça marcherait aussi bien à partir du moment où l'eau en sous-sol est exploitable. Parce que j'ai des trop grosses fesses par rapport aux petits-enfants. Bonjour. Oui, je voudrais un taxi, s'il vous plaît. Je suis à Melville. Où je suis à l'angle de First Lane et Main Road. Oui. 5 minutes? Ok, merci. Parfait, au revoir. Bon, il faut savoir une chose ici. Les gens sont vraiment chaleureux et accueillants, mais à cause de la pauvreté, à cause de l'absence de volonté politique, à cause de l'histoire violente du pays,
L'Afrique du Sud bat des records de criminalité, quasiment un des plus élevés au monde. Il y a 49 millions d'habitants ici et environ 50 meurtres par jour. C'est juste hallucinant, surtout quand on compare avec la France, où nous sommes plus nombreux et il y a entre 1 à 2 meurtres par jour. Il y a un autre triste record terrifiant, c'est le viol. Un homme sur 4 a violé une femme. Alors pour apporter un peu de sérénité et de sécurité, il existe depuis peu une compagnie de taxi, Cabs for Women. C'est une compagnie de taxi dont les chauffeurs sont exclusivement des femmes. La compagnie n'a pas 2 ans et rencontre un grand succès. Elle a déjà recruté dans les townships 12 femmes chauffeurs à la recherche d'emploi. Excusez-moi, quel est votre nom? Je m'appelle Tully. Tully. Tully, ces taxis ne sont que pour les femmes? Les hommes peuvent aussi appeler le centre d'appel. Personne ne peut vous interpeller dans la rue et dire « Bonjour, j'aimerais un taxi ». Non, nous ne sommes pas autorisés à faire ça à cause du manque de sécurité. C'est important. C'est dangereux de prendre quelqu'un dans la rue. Ce n'est pas sûr du tout. Ce n'est pas sûr du tout? Qu'est-ce qu'il peut se passer? Ils peuvent arrêter votre voiture, vous la voler. Vous avez un bouton d'alarme? Oui, nous avons un bouton de secours. Où est-il? Ici, dans la voiture. Le bouton panique, c'est le gros bouton rouge là, à gauche du volant. C'est un bouton de panique, un bouton de secours sur lequel les personnes appuient en cas de danger. Ça déclenche soit l'arrivée de la police, soit l'arrivée d'une compagnie de sécurité privée si les gens ont un abonnement avec une compagnie de sécurité privée. Donc il y a des panic buttons dans les voitures, dans les maisons. Tous ces boom gates, comme ils disent, sont les points de sécurité pour rentrer dans les security villages, les villages sécurisés. Il y en a partout. Dans ce pays, personne ne se sent vraiment en sécurité. Du coup, ils se surprotègent avec des hauts murs qui ceinturent les maisons, des fils de fer barbelés, des fils électriques. Les maisons sont sous alarme. Elles sont gardées par des gardiens de sécurité privée. Entre parenthèses, il y en a 300 000 dans tout le pays. C'est bien plus que le nombre de policiers. Du coup, ces maisons étant surprotégées, les bandits ne peuvent plus pénétrer dans ces maisons en l'absence des propriétaires. Ils attendent que les propriétaires soient de retour, que les alarmes soient coupées pour se faufiler dans les maisons. Et bien souvent, ça finit de manière très violente, voire même meurtrière. La criminalité provient principalement des squatter camps, des bidonvilles bien pires que les townships. Mais je m'y rends pour quelque chose de bien plus gai. C'est ici que vit l'inventeur des macarapas, ces drôles de casques destinés à protéger la tête des supporters. En Afrique du Sud, 50% de la population vit avec moins de 50 € par mois. C'est juste rien du tout, quoi. C'est le cas des gens, des millions de personnes qui habitent dans des endroits comme celui-ci, les bidonvilles, les squatter camps, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilettes. Les gens vivent les uns sur les autres, c'est bruyant. Ce sont des conditions de vie misérables. Je suis déjà venue dans des squatter camps, mais à chaque fois, ça me fait le même effet. Ça fait de la peine pour eux. Bonjour, je cherche Alfred Bayoli. Bonjour, vous cherchez Alfred Baloyi. Baloyi. Vous le connaissez, il fait des... Oui, je le connais, c'est mon frère. C'est votre frère? J'ai de la chance alors. Ok. Vous savez où il habite? Oui, je sais où il vit. Vous le trouverez juste au coin de la rue. Merci beaucoup. Je m'appelle Céline. Je m'appelle Céline aussi. Vous vous appelez Céline? Non. C'est son frère en plus, elle s'appelle Céline. Je m'appelle Céline. Oh, tu t'appelles Céline, donc tu es mon amie. D'accord, je vais aller voir votre frère. Oui, il est au coin de la rue. Ok. Merci Céline. Merci Céline. Au revoir Céline. Au revoir. Au revoir Céline. Je crois que je ne peux pas me tromper vu que c'est la seule avec des couleurs. Bonjour.
Alfred, Je suis Baloyi. je m'appelle Céline. Très joli casque. Oui, c'est la maison des Macarapa. Oui, je suis le père des Macarapa. Et celui-là? Oui. Celui-là aussi, c'est un Macarapa. Est-ce que je peux vous le montrer? Je suis le créateur des Macarapa. Il y avait ça chez ma grand-mère. Le premier homme à avoir fabriqué des Macarapa. C'est génial. C'est drôle parce que je vous vois à travers les trous de nez et pas par les yeux. C'est génial. Est-ce que je peux le mettre moi aussi? Oui. Il est magnifique. Très bien. Où sont vos yeux? Allez, Paris Saint-Germain. Allez. Je regarde à travers mes trous de nez. Celui-là, il est beau aussi. C'est des cartons. Hein. Les cloisons, c'est des cartons. C'est hyper sommaire. Et là, c'est Clément. Enchanté. Donc si je veux vous voir, je fais comme ça? Oui, à travers ça. Non, non, ne l'enlevez pas. C'est aussi là où vous cuisinez? Oui. Ah, mais il se crame les mains. Mais ça sent fort, hein? Le plastique, c'est toxique? Non, c'est de la paraffine. Ça a l'air facile à faire. Ah non, c'est pas facile, c'est dur. Ah ok, c'est dur. Et maintenant, je ne peux pas le casser. Non, maintenant, c'est incassable. J'allais au stade tous les week-ends. Et un jour, j'ai vu quelqu'un balancer une bouteille et blesser à la tête un spectateur. Et ce jour-là, j'ai eu peur. Comme je faisais partie du personnel d'entretien des autobus, on m'avait donné un casque jaune. Je l'ai décoré et je l'ai mis au stade. Les gens m'ont dit qu'ils trouvaient mon Macarapa sympa et qu'ils voulaient m'en acheter. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre des Macarapa. Alfred, j'aimerais avoir un Macarapa pour mon père parce que c'est un vrai fan de foot. Oui. C'est possible? Oui, bien sûr. Je crois que j'ai mon papa en photo sur mon portable. I'm going to show you my father. Et comment en êtes-vous arrivé à vivre dans un bidonville? Parce qu'ici, c'est pas le meilleur endroit pour vivre. Non, c'est bien. Parce que je n'ai pas assez d'argent pour payer un loyer. Vous ne payez pas de loyer ici? Non, il n'y a pas de loyer. Vous avez construit cette maison vous-même? Oui, je l'ai construite moi-même. Vous avez demandé une autorisation pour construire ici? Non, il faut juste avoir la permission de la mafia. La mafia? Oui. Mais c'est qui la mafia? La mafia, ce sont les gens qui contrôlent cet endroit. Il y a des gens qui contrôlent cet endroit? Oui. Mais c'est illégal. Oui. Est-ce que c'est dangereux? Non, mais il ne faut pas en parler. Ils peuvent me tuer. Les Macarapa d'Alfred se retrouvent dans tous les stades sud-africains. Il en vend même à l'étranger. On le surnomme le magistrat parce qu'il décide de la vie du casque. Vous avez un employé, c'est Clément. Non, en réalité, j'ai eu jusqu'à 30 employés. J'avais trouvé un endroit à Newtown où les Blancs m'avaient dit « Viens, tu vas travailler avec nous ». Ils voulaient surtout voir comment je fabriquais mes Macarapa. Je leur ai appris et après cela, ils m'ont fichu dehors. Oui, ils m'ont fichu dehors et ils ont changé le nom de l'entreprise. Je ne pouvais rien dire parce qu'ils ont du fric. Ils avaient de l'argent. Eh oui, en Afrique du Sud, c'est l'argent qui commande. Si tu n'as pas d'argent, tu te fais tuer. C'est marrant ça, parce que c'est vrai que quand on le verra, on dira pas c'est mon père, mais il y a vraiment une grosse ressemblance entre eux. Ah, super!
Mon père va être très content. Sa femme peut-être moins, mais... Gérard, voilà papa, c'est pour toi. Mais il va être super content. Thank you very much. Looks good. Oh my son. No, my strings is at the... Yeah. I don't know. Oh là. And then you must say hello to... Passez le bonjour à Zidane. Ok, je passerai le bonjour à Zidane. Hello to... Bonjour Zidane. Yes, my favorite. Merci, magistrat. Merci beaucoup, magistrat. Voilà, c'est fini. J'espère que ceux que j'ai rencontrés en inspireront d'autres. À la prochaine. Bye. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you.